Alors, je vois que Yann demande si on est censé avoir du son. Alors, désormais, oui, vous êtes censé avoir du son. Si c'est pas le cas, il faut donc activer le petit micro qu'il y a sur la barre en haut, qui peut peut-être être en blanc. Donc, cliquez sur la petite flèche et puis activez votre son. Voilà, donc la plupart d'entre vous nous entendent bien, donc on va poursuivre. Alors du coup, pourquoi avoir choisi de parler de ce thème, l'inbound marketing, aujourd'hui? Une chose est sûre, hein, on l'entend partout, on le voit écrit partout, l'environnement dans lequel nous évoluons est de plus en plus concurrentiel, aujourd'hui et donc il est de plus en plus difficile de se faire une place. Cette réalité a conduit un certain nombre d'organisations à chercher de nouveaux prospects en multipliant la présence sur un certain nombre de canaux, de réseaux, parfois de manière peu ciblée et souvent dans une logique plus quantitative que qualitative. Mais à l'époque où il suffisait de pousser du contenu pour avoir des prospects est bien révolue. Et aujourd'hui, les marques, les organisations, les professionnels du tourisme doivent développer un contenu de qualité, le mettre en scène efficacement, le diffuser au bon endroit, au bon moment et auprès des bonnes personnes. Et c'est vraiment le principe de base de l'inbound marketing. Et c'est Lucie qui va nous aider à mieux comprendre cette démarche. Qu'est-ce que l'inbound marketing? À quoi sert-il? Est-ce que c'est juste une nouvelle approche, une nouvelle technique qui fait le buzz et qui va disparaître très rapidement? Ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle approche stratégique qui nécessite de développer de nouvelles compétences ou en tout cas de développer une nouvelle posture et une nouvelle manière de faire pour pousser son offre, son produit, sa marque? Lucie Schmidt, c'est la cofondatrice et la directrice générale de la Team Web. C'est une agence de conseil et d'accompagnement spécialisée dans la stratégie digitale durable. Et Lucie est en charge du développement commercial de l'agence et donc elle pratique pour la structure au quotidien la méthodologie inbound marketing pour la prospection de ces nouveaux clients sur les réseaux sociaux. Elle accompagne aussi les dirigeants, les organisations dans la digitalisation de leur business et elle forme régulièrement les équipes sur ces problématiques-là. Et Lucie intervient depuis plus d'un an maintenant aux côtés de Trajectoire Tourisme pour travailler avec les professionnels du tourisme sur la mise en place de ces stratégies inbound marketing. Donc du coup, je vais laisser la parole à Lucie. Lucie, si tu peux activer ta webcam, comme ça on te découvre. Bonjour à tous. Merci Voilà. Stéphane. Alors moi, je t'entends bien, Lucie. De la même manière, si vous pouvez nous confirmer que pour vous, le son est bon et que vous entendez bien et que vous voyez bien Lucie. Je vois des OK. Tout va bien, Ouais. j'ai l'impression. Ça a l'air de fonctionner, génial. Eh ben Lucie, merci à toi d'être avec nous pendant cette heure de web séminaire pour nous éclairer et nous dire un certain nombre de choses sur le marketing, sur l'inbound marketing. Et donc du coup, je vais te laisser la main pour poursuivre ce web séminaire. OK. Merci Stéphane et à toute l'équipe de Trajectoire Tourisme de me permettre d'animer ce web séminaire parce que l'inbound marketing, je raconte la fin de l'histoire, hein, c'est vraiment pas un effet de mode et au contraire, c'est ce vers quoi vous devez tous tendre dans votre nouvelle façon de communiquer. Donc, juste pour vous dire que l'inbound, en fait, c'est un petit peu plus qu'une méthodologie, c'est un état d'esprit et même une philosophie, on va aller aussi loin. En tout cas, oui, il faut repenser complètement votre façon de communiquer pour justement parler à ces internautes en espérant qu'ils deviennent vos futurs prospects et clients. Donc, Seth Godin, qui est un de nos gourous pour tout ce qui est marketing digital, et ça fait déjà 20 ans qu'il sévit, en parlait déjà en 99 en expliquant le concept de permission marketing. Donc là, on en est au stade où on n'a même plus le droit de parler à nos prospects, à nos internautes, mais ça va être un privilège qu'ils vous accordent en fait, de leur délivrer des messages qu'ils auront réellement voulu obtenir. Ça doit faire écho dans votre esprit à tout le phénomène RGPD dont on a beaucoup parlé l'année dernière. En fait, c'est demander la permission aux internautes de communiquer avec eux.
J'espère que c'est votre cas. Nous, en tout cas, à l'époque, ça ne nous a pas du tout inquiété parce qu'on faisait déjà ça. Mais c'est vrai qu'on va avoir quelques exemples de communication sauvage, entre guillemets, qui ne sont plus du tout à l'ordre du jour. En fait, on va passer du marteau à quelque chose de un peu plus intelligent. Donc avant, c'était vraiment, et jusqu'à maintenant, et encore certains, l'entreprise qui est centrée sur ses produits et qui communique dans ce sens-là. Ça donne quoi? Ça donne une communication descendante. C'est moi, mes produits, mes services. Ça donne des actualités sur un blog qui parle que des prix que vous avez pu recevoir ou de vos nouvelles réalisations ou de vos nouveaux bureaux. C'est chouette, mais ce n'est pas vraiment ce qui va convaincre les personnes de travailler avec vous ou de faire appel à vous en tout cas. Donc là, c'est vraiment, oui, je vois la note passer, n'hésitez pas à poser vos questions, je verrai si je peux répondre en direct ou à la fin de chaque partie. Donc on va essayer de quitter cette communication descendante justement et arrêter d'imposer des informations que les personnes n'ont pas forcément demandées, surtout qui ne vont pas forcément les intéresser. Ce qu'on veut, nous, c'est vraiment se centrer sur le client. Donc on en parle souvent, il ne faut pas que ça reste juste une vue de l'esprit. Le client est le centre de tout, vous le savez peut-être déjà, mais ça va encore plus s'accentuer dans les années à venir. Ce qu'on veut maintenant, c'est les attirer, ces futurs clients, et pas les assommer avec nos informations. Donc vous voyez ce genre de mail, j'imagine que vous en avez reçu tous, que vous en recevez beaucoup tous les jours à pester devant votre boîte de réception. Une fontaine à eau, j'en ai pas besoin. Moi, je travaille en coworking, je partage des bureaux, on essaie justement d'être un peu écolo, on évite les fontaines à eau et se sert directement au robinet. En tout cas, j'ai rien demandé. Je ne vois pas pourquoi je reçois ça. Typiquement, c'est des bases qui sont achetées ou des adresses récupérées, on ne sait pas trop comment. Et on reçoit ces mails qui passent directement à la poubelle, on est bien d'accord. Pourquoi c'est inintéressant? Parce que si je veux une fontaine à eau, pourquoi pas après tout, je vais aller la chercher. Je vais plutôt aller la chercher dans Google, par exemple. Je dis Google, pour ne pas dire les moteurs de recherche, parce qu'aujourd'hui, Google, c'est 95% des recherches en France. Donc, voilà, beaucoup de monde passe par là. Et puis, de plus en plus, Google va répondre à des questions que vous vous posez. Vous remarquerez que même vous, vous tapez carrément des phrases entières dans Google. C'est plus fontaine à eau, ça va être fontaine à eau bureau ou fontaine à eau installation facile. En tout cas, vous essayez de mettre tous les éléments, vous, qui vous turlupinent, dans votre question à Google. Il faut savoir aussi que, en général et en B2B en particulier, les personnes ont déjà accompli 70% de leur réflexion quant à l'acte d'achat, quand elles entrent en contact avec vos commerciaux ou vos équipes. Ce qui veut dire qu'il va falloir être présent au moment où ils se posent les questions. Parce que si vous les appelez après ces 70% d'avancée dans leur réflexion, il sera déjà trop tard. Et elle sera peut-être déjà convaincue par un de vos concurrents d'aller ailleurs, de faire appel à quelqu'un d'autre, en tout cas pour répondre à ses interrogations et à sa problématique du moment. Donc les mails comme ça, on n'en veut plus. Un autre exemple, voilà, géolocalisation des flottes de commerciaux. C'est vachement bien. Le seul truc, c'est que nous, on n'a pas de voiture pour nos commerciaux, on travaille essentiellement sur Internet, donc j'en ai pas du tout besoin. C'est dommage parce que ça aurait pu, pourquoi pas, mais c'est pas super bien ciblé, on est d'accord. En revanche, si on se remet dans l'état d'esprit, moi je me mets à la disposition du client et j'essaie de répondre à ces interrogations au moment où il va les formuler, normalement dans un moteur de recherche, là ça commence à devenir intéressant. Par exemple, moi, si je suis intéressé par cette géolocalisation des commerciaux, je vais le taper dans Google. Géolocaliser ma flotte de commerciaux. Et qu'est-ce que je trouve comme réponse? Google va un peu plus loin que juste une offre directement commerciale. Regardez, sur le premier résultat qu'on obtient, on est plus dans une optique de contenu et d'article de blog. En fait, comment convaincre vos commerciaux? Parce que moi, futur client peut-être d'une entreprise de géolocalisation, ce que je vais me poser comme question, c'est pas géolocaliser direct, c'est comment faire passer ça auprès de nos commerciaux? Comment garder leur confiance, même si je les géolocalise en permanence? Quels sont les arguments qui vont me permettre de les convaincre? Ça, ce sont de vraies problématiques et des vraies questions qu'on se pose. Donc c'est à ça que vous allez essayer de répondre en produisant des contenus qui vont justement aiguiller les internautes pour en faire des futurs prospects. Voici les différentes étapes d'une méthodologie inbound. Donc au départ, les internautes sur le web, ce sont des inconnus. On ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils peuvent passer sur votre site, vous n'en saurez rien. Tiens, pour info, je ne sais pas si vous savez le pourcentage de personnes qui réalisent une action sur votre site, qui s'inscrivent à une newsletter, qui créent un compte, ou si
qui créent un compte ou qui même ben voilà, vous laissent leurs coordonnées. En tout cas, qui réalisent une action sur votre site. Il y a uniquement 1 à 2% des personnes qui vont faire quelque chose, en tout cas ceux que vous attendiez de leur part. C'est très peu. Ça veut dire que 98% minimum de vos visiteurs, bah, ils viennent et puis ils repartent. Vous ne savez même pas ce qu'ils voulaient. Vous ne savez pas si votre contenu pouvait correspondre justement à leur problématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Déjà, vous allez les attirer pour en faire des visiteurs de votre site. Donc là vont intervenir les fameux contenus qu'on a vus sur les résultats de recherche précédemment. Ça va être les fameux mots-clés que vous allez intégrer dans les contenus statiques de votre site, dans vos articles de blog, dans vos communications en général, et puis dans les réseaux sociaux aussi, pour rester dans la thématique et respecter votre ligne éditoriale aussi. Super, vous avez réussi à attirer du monde sur votre site. Alors pour contrer le fameux 2% de personnes uniquement qui font quelque chose sur votre site, vous allez mettre en place tous les efforts pour les convertir en lead, en prospect, ou en tout cas des personnes identifiées qui vont faire quelque chose sur votre site. Pour ça, quelques termes barbares, des call to action, des pages de destination ou landing page, et des formulaires. Donc je ne sais pas si ces mots vous sont familiers, mais en tout cas, c'est ce qui va permettre de vous attirer sur une page en particulier d'où vous ne pourrez pas sortir. En général, on enlève l'habillage du site autour et c'est vraiment objectif conversion, convertir en lead. Donc, ma page de destination va contenir un formulaire, si possible court, efficace. N'oubliez pas que beaucoup de gens se connectent depuis un mobile. Donc, pour éviter le phénomène gros doigt, on leur fait un formulaire très facile à remplir et rapide surtout. Le call to action, c'est le bouton qui dit m'inscrire, télécharger, recevoir la newsletter ou autre. On attend d'eux une action, on le leur dit très clairement, on leur dit ce qu'on attend d'eux. C'est super, vous avez des leads, vous avez pas mal de gens qui téléchargent vos contenus, qui s'inscrivent à votre newsletter, qui achètent directement, qui font quelque chose sur votre site. On ne les laisse pas partir comme ça. En B2B, ils ne sont pas encore clients. En B2C et tout ce qui est e-commerce, ils deviennent instantanément clients. Super. Si vous en êtes à l'état de prospect, comment les amener justement jusqu'à cet état de client? On va mettre en place tout un tas de scénarios avec l'automatisation du marketing ou le marketing automation en tout cas, qui vont faire en sorte de faire avancer votre prospect dans sa réflexion d'achat en tout cas, vers la décision d'achat. On va lui pousser donc d'autres contenus, mais super adaptés, et qui va leur permettre justement de les aider à savoir quelle est la prochaine problématique et à les faire avancer tout doucement jusqu'au fait de devenir client. Donc vous le savez, si vous êtes en B2B, certains processus d'achat sont très longs. Le cycle de vente peut être de 3, 6 mois, 1 an. Donc l'automatisation du marketing va vous permettre, peut-être en tout cas, de décharger une partie de votre processus commercial, pas prendre votre téléphone tous les jours, mais envoyer des emails régulièrement pour rester toujours en tête de vos prospects, justement. Les concurrents aussi peuvent utiliser ces méthodes. Donc, ça sera à vous, on le verra plus tard, de pousser vraiment du bon contenu, intéressant, ciblé, qui va permettre aux clients, vous allez lui tenir la main, en fait, à votre lead, pour qu'il devienne vraiment client le plus rapidement possible, évidemment. Et puis, une fois qu'on est client, certains ont tendance à se dire que c'est terminé, qu'on a eu des clients, et que voilà, c'est dans la poche. J'ai travaillé longtemps dans la presse et vous remarquerez que pour les abonnements presse, une fois qu'on est client, on n'a plus les réductions pour tout nouvel abonnement, 50% de réduction. C'est vraiment très injuste. Vous avez gagné la fidélité des personnes et vous les traitez mal. Donc ça, c'est pas possible. Vos clients, vous devez les chouchouter encore et encore. Pourquoi? Pour en faire des ambassadeurs. Parce qu'on l'a vu au départ, la communication descendante, ça marche plus. Mes produits sont géniaux, tout le monde les adore. Ce qui a beaucoup plus de valeur, c'est justement de produire des témoignages, tout ce qui est notes, notamment sur Google, et des avis clients. Et si vos clients disent « Ah ben oui, j'adore les services de telle entreprise, telle organisation », vous êtes d'accord que c'est beaucoup plus convaincant que quand c'est l'entreprise en question qui le dit. Donc ça, c'est tout l'enjeu aussi, de bien chouchouter vos clients, même après l'acte d'achat. Et là, vous allez organiser des événements spécialement pour eux. Vous allez pousser du contenu sur les réseaux sociaux qui les concernent directement. Et puis, pourquoi pas, continuer avec le processus d'automatisation du marketing pour rester en contact avec eux. Ça peut être aussi tout ce qui est formulaire de satisfaction et suivi de la satisfaction client. On peut mettre en place dans l'automatisation du marketing juste un petit mail. Est-ce que vous êtes content de nos services? Est-ce que c'est bien de travailler avec nous? Mettez-nous une petite note. Ça, vous pourrez derrière l'utiliser pour votre site, pour votre page Facebook ou votre fiche Google My Business que j'espère vous avez déjà créée.
Donc comment on va faire pour justement convaincre ces personnes de devenir des prospects, de vous laisser des coordonnées? Les coordonnées, elles sont précieuses, hein, même si les gens sont prêts à les donner, un échange de contenu à valeur ajoutée. C'est ici que il y a le cœur de toute la méthodologie inbound marketing, c'est ce contenu-là qui est hébergé chez vous, sur votre site. Vous n'êtes pas tributaire de d'autres plateformes, de réseaux, de newsletters, etc. Ça, c'est chez vous. En revanche, il va bien falloir, vous vous souvenez de l'aimant, attirer ces internautes jusqu'à ce contenu. Donc comment on fait? Vous allez se mettre des petits appâts pour récupérer vos petits poissons que vous ferez devenir grands, bien sûr. Ça va être vos articles de blog. On peut s'abonner maintenant sur des blogs, donc on reçoit régulièrement dans sa boîte mail des informations à valeur ajoutée aussi. Et en tout cas, vous pouvez faire des emails de promotion avec nous avons mis en place un nouveau livre blanc, un séminaire, un webinaire comme aujourd'hui, tout un tas d'événements qui peuvent intéresser vos prospects. Donc vos articles peuvent servir à ça. Si vous avez bien défini vos mots-clés que vous avez intégrés dans vos articles et dans les contenus de votre site, vous allez finir par ressortir en référencement naturel sur les fameux moteurs de recherche, sur les mots-clés que vous aurez définis au préalable. Et on va voir comment les définir, évidemment directement, par rapport à ce que pourrait se poser votre client, votre futur client comme question. Donc à partir des articles de blog, votre référencement naturel qui va en découler, ça peut être aussi des publicités AdWords, si vous avez vraiment un contenu qui vaut le coup et que vous voulez pousser. Et ça va être vos réseaux sociaux. On entend souvent, oui, mais les réseaux sociaux, c'est uniquement pour faire de la com, pour faire joli, pour mettre des jolies photos. Pas seulement. Si vous les avez bien travaillés, que vous avez des fans et followers fidèles, engagés, surtout qui réagissent à vos publications, c'est super de pouvoir leur dire, et chers fans et followers, venez télécharger notre livre blanc, venez utiliser notre simulateur, venez choisir vos prochaines vacances, ou que sais-je encore. Donc les réseaux vont vous servir à ça. Tous aujourd'hui vous le proposent, même je pense voilà, à Instagram qui ne propose pas par exemple de lien dans les publications, mais vous pouvez tout à fait mettre un lien dans votre descriptif, dans votre bio, qui ramènera directement sur votre contenu à valeur ajoutée du moment. Et puis je m'arrête 2 secondes juste sur les newsletters. On a vu au début que des emailing non ciblés, des newsletters trop fréquentes ou pas assez personnalisées, ça n'a pas trop de résultats. Moi, l'email de prospection dans le dur, j'y crois plus, on en a tous marre. En revanche, des newsletters qu'on aura demandé, qu'on veut recevoir absolument, ou tout le process d'automatisation du marketing dont on a parlé juste avant, là oui, là il y a une valeur ajoutée. Les personnes ont réellement demandé à recevoir vos informations. Ne les décevez pas. Profitez-en pour les faire grandir de petits poissons à gros poissons en leur proposant du contenu tout au long de leur cycle d'achat et même, s'ils sont clients, pour en faire des ambassadeurs. C'est comme ça que vous récolterez vos fameuses adresses mail et coordonnées de vos leads, prospects et on l'espère futurs clients. Donc l'automatisation du marketing, j'en parlais justement. Comment ça se met en place? Il y a tout un tas de plateformes qui vous proposent de créer des scénarios. Ça, c'est chouette parce que vous aurez pensé en amont au contenu que vous voulez proposer à vos prospects, à vos futurs clients. Et puis l'emailing va vous aider à les diffuser de façon automatique. Et pour les meilleures plateformes, en tout cas, vous donner des alertes quand des actions sont réalisées. Donc là, ça veut dire que votre prospect est en train de grandir et de mieux avancer vers l'acte d'achat, vous saurez exactement à quel moment lui passer un coup de fil. Mais ça vous permettra aussi de trier les personnes qui sont moins intéressées, qui en sont vraiment au tout début de leur réflexion. Et cela, ne perdez pas de temps au début à les appeler. On parle ici, bien sûr, de quand vous récoltez beaucoup, beaucoup de leads, que vous avez beaucoup d'appels, ce qu'on vous souhaite, bien sûr. En tout cas, ça va vous permettre de faire un petit tri au départ qui vous permettra d'optimiser votre prospection derrière. Donc quelques exemples ici de comment mettre en place des scénarios. C'est très simple, on fait des drag and drop, donc on fait glisser les cellules pour mettre en place le scénario que vous avez imaginé. Exemple, le prospect en question a rempli le formulaire pour télécharger le guide de la stratégie, le coût de la stratégie digitale. Ça c'est notre exemple, nous. Raison de confidentialité, je ne vous montre pas ce qu'on fait pour nos clients, ça c'est juste pour la team web. La personne a téléchargé, un jour après, donc là on reporte l'action, on va lui envoyer un email avec le process de nurturing, donc de nourrir ces petits poissons, en envoyant un article sur le brand content, le contenu de marque. Je suis désolée, en stratégie digitale en général, il y a beaucoup d'anglicisme. En tout cas, on va lui pousser un autre article qui correspond directement au premier livre blanc qu'il aura téléchargé. On est dans la thématique. Nous, on a imaginé en amont tout ce qui pouvait venir à l'esprit de ce fameux prospect. On lui envoie le contenu dont il va avoir envie, en tout cas,
qui va l'intéresser. Il reçoit un premier mail. Je lui laisse 3 jours pour respirer. Ça aussi, hein, je n'ai pas de recette magique, il faut le tester. Nous, au départ, on en envoyait tous les 5 jours. On s'est dit, c'est pas assez, on les perd, on va essayer à 3. Si trop de personnes se désabonnent de ce scénario-là, on le repassera un peu plus espacé. Donc là, on lui envoie un mail 3 jours plus tard. Et derrière, donc, on a une série de 4 mails. Vous aurez à chaque fois sur votre plateforme le taux de clic sur chaque email. Enfin, au niveau des statistiques, en tout cas, c'est très, très pointu. Ça vous permet d'affiner en continu, justement, tout votre procédé de lead nurturing dans le cadre de votre stratégie inbound. Donc, vous voyez à la fin, on peut même se permettre de mettre une dernière branche. Est-ce que la personne est allée jusqu'au bout de ce scénario? Est-ce qu'elle s'est arrêtée avant? Si elle est allée au bout du scénario, donc là, on est au bout d'une semaine, 10 jours environ d'automatisation. Là, moi, directrice commerciale, je reçois un SMS qui me dit « tel contact a fini le workflow ». S'il a cliqué partout, je vérifie rapidement ses taux de clic par exemple, je sais à quel point il est intéressé. Alors pourquoi c'est important tout ça, de réfléchir aux problématiques de vos clients, de leur proposer du contenu intéressant, de vous mettre à votre service, hein, en gros. Voici le radar de votre visibilité sur le web. Donc, on n'a rien inventé, on a copié Google, tant qu'à faire, puisque c'est Monsieur Référencement chez Google, Matt Cutts, qui a parlé des 5 axes de la visibilité sur le web de toutes les entreprises et organisations. On a 5 branches. Donc, la notoriété, tout simplement. Est-ce que vous êtes connu? Est-ce que les gens vous cherchent sur Internet? Donc là, on est vraiment sur votre nom de marque, par exemple, ou sur tourisme plus région. Ça, c'est à vous de voir aussi quels sont les mots-clés, enfin en tout cas ce qui correspond vous à votre marque, que vous aimeriez voir apparaître un peu plus sur le web. Stratégie de contenu qui va intervenir dès la création de votre site d'ailleurs. Donc ça, c'était le premier critère. Le deuxième, la popularité, vous vous en doutez, hein, c'est est-ce que vous êtes aimé. Donc en langage web marketing et surtout instrument de mesure, ça va être la taille de vos communautés sur les réseaux sociaux. Même si ce n'est pas le plus important, nous, ce qu'on préfère, c'est l'engagement. C'est ici aussi qu'on va retrouver cette popularité. Ça va être tous les likes, les commentaires, les partages de vos contenus. Les abonnés aussi à vos newsletters, hein, qui vous aiment au point de vouloir recevoir vos informations. Tout ça, ça se mesure et on peut le mettre en place dans un tableau de suivi des objectifs à piloter mois par mois pour optimiser en continu. Encore une fois, il n'y a pas de recette magique, ce sont les statistiques qui vous donnent toutes les réponses. Vous vous en doutez, je suis très stat. Le troisième critère, ça va être l'autorité. Donc là, c'est un petit peu plus subtil, on va dire, puisque c'est êtes-vous une référence dans votre domaine. Les 5 critères sont un petit peu interdépendants entre eux, ce qui veut dire que si vous avez, je sais pas moi, des tweets qui sont très retweetés, c'est une forme d'autorité et une forme de popularité en même temps. D'un point de vue purement technique, l'autorité, ça va être tous vos backlinks, donc un terme barbare qui indique en fait tous les autres sites web qui ont un lien vers chez vous. Donc ça sera vos partenaires, ça sera des blogueurs, en tout cas qui vont prouver que votre site fait autorité et qu'on peut tout à fait partager son contenu. L'expertise, c'est un peu le plus difficile à mesurer. En gros, c'est votre savoir-faire. Mais comme je le dis toujours, il faut le faire savoir. Vous pouvez être le meilleur dans votre domaine. Si vous ne l'écrivez pas, si vous ne le dites pas, si vous ne le faites pas apparaître pour convaincre vos prospects et futurs clients, la personne va le deviner. Surtout vos concurrents, eux, ils ne vont pas se priver justement de le mettre en avant. Donc là, ça va être un petit atelier de brainstorming en équipe. Qu'est-ce qui fait qu'on est meilleur que les concurrents et qu'est-ce qu'on va surtout mettre en avant? Donc ça peut être vos années d'existence, le nombre d'organismes que vous avez accompagnés, tout ce qui fait en fait votre valeur ajoutée par rapport aux autres. Et enfin, par rapport à la confiance, j'ai résumé ça avec « êtes-vous bien noté ?» Parce que la confiance, c'est quoi? C'est quelqu'un qui débarquerait sur votre site, qui, si vous faites du e-commerce, il n'y a aucun avis vérifié, qui débarque sur votre page Facebook, personne ne vous recommande, qui n'a aucun avis client, aucun témoignage sur votre site, on n'a pas trop confiance. Ça, c'est super important. Je vous l'ai dit encore plus si ce sont, on peut faire ça avec des petits modules sur vos sites. Les personnes sur les réseaux, par exemple, qui disent du bien de vous, on peut les faire apparaître aussi. Si ce sont des amis des personnes, de vos futurs prospects, ça donnera encore plus confiance. Donc ces 5 critères, là, c'est toute la base de notre méthodologie pour démarrer en tout cas des prestations de stratégie digitale. Donc pour vous, avant même de démarrer toute la mise en place de votre stratégie, vous devez mesurer votre impact sur chacun de ces critères par rapport à vos concurrents et surtout où en êtes-vous aujourd'hui et où vous voulez être dans 6 mois, dans un an, avec des objectifs qu'on appelle SMART et qui vont permettre de ne pas dire je veux multiplier par 10 mon trafic dans 2 mois. Ce n'est pas possible, il faut rester réaliste.
En tout cas, ça va vous permettre voilà, de mettre en place des indicateurs qui vont permettre de mesurer toutes les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Donc pourquoi c'est important? Parce que ces 5 critères conjugués vont faire en sorte que vous soyez visible sur le web. Et je reviens juste sur la popularité une minute, pour vous dire que Google, donc vous le savez, hein, change son algorithme très régulièrement. Longtemps, ça a été que la technique. Ensuite, il a pris en compte pardon, le contenu, idéalement du contenu frais, égal article de blog. Et depuis quelques années, depuis 1 an et demi, 2 ans, je dirais, il a clairement dit, Google, que tout ce qui est popularité allait influer sur votre visibilité. C'est-à-dire que si vous avez du like, du partage, des communautés engagées sur les réseaux sociaux, eh bien vous allez mieux ressortir dans les moteurs de recherche. Et là, ça commence à devenir intéressant. Les réseaux sociaux, ce n'est pas juste quelque chose pour faire joli dans votre communication. On peut voir même sur certaines recherches, vous tapez dans Google, faites le test, carrément des tweets qui ressortent. Si ça a été des tweets justement qui ont été partagés. Donc oui, une présence sur les réseaux sociaux, ça a de l'importance directement sur votre génération de prospects et on l'espère sur vos ventes ensuite. Donc comment faire justement pour générer cette popularité? Eh bien, il va falloir vous mettre à la place de vos clients et tout mettre, les mettre en tout cas à l'origine de toutes vos actions, de toutes vos réflexions sur votre stratégie digitale. Donc je vais vous parler de persona. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle. J'avais prévu des petits sondages, mais je ne sais plus à quel slide ils étaient ajoutés. Je compte sur les équipes techniques pour m'aider là-dessus. Le persona, voilà, un terme latin pour changer un peu, ça va être la représentation d'un segment de votre clientèle. Parce que j'imagine, on n'a pas un seul persona. Souvent, on en a plusieurs. Dans votre cas, ça peut être quoi? Ça peut être tous les établissements de votre région qui vont faire appel à vous en tant qu'office du tourisme. Ça va être aussi en B2C, par exemple, ici, une petite famille qui viendrait passer le week-end en Bourgogne. Ça va être notre sympathique ami en dessous qui me donne le vertige, j'arrête de le regarder, qui a envie de faire un stage de parapente en montagne. Toutes ces personnes, il faut se mettre dans leur tête, oui, messieurs les mentalistes, se mettre dans leur tête justement pour essayer de correspondre exactement aux problématiques qui vont les traverser. Donc, comment on fait dans ce cas-là? On va faire des listes de clients, de prospects aussi, si vous avez beaucoup de prospects intéressants. Ça va commencer par des critères bêtement sociodémographiques. Hein. Est-ce que c'est une personne seule, un couple, un jeune qui veut se promener avec ses copains? Des critères comportementaux, donc là, ça devient plus intéressant, surtout qu'on va essayer d'aller chercher des motivations profondes. Et pas juste, je veux partir en week-end en famille. Mais mes enfants sont fatigués, ils viennent de rentrer au collège, je veux les récompenser de leurs efforts parce qu'ils ont des bonnes notes, je vais leur offrir un super week-end. Ça va un peu plus loin, mais ça va vous aider justement à formuler des contenus qui vont correspondre exactement aux problématiques de vos personas. Donc quand je dis des critères communs, pourquoi? C'est que l'idée, c'est de dresser une liste de vos meilleurs clients, vos meilleurs prospects, de lister tout un tas de questions et de critères qui peuvent leur correspondre, et surtout d'en extraire les caractéristiques communes. Donc, juste une anecdote comme ça qui nous avait fait rire au moment où on avait construit notre persona, qui était plus une directrice marketing, car oui, c'était une femme, je connais son âge, je connais sa situation familiale, et on s'est rendu compte que sur un tiers des clients et prospects étudiés, un tiers d'entre eux avaient étudié 1 an dans la région de Londres. Voilà, c'est quand même assez précis et notable. Qu'est-ce que ça me donne comme indication, moi, pour produire des contenus qui vont leur correspondre? Je vais mettre des petites phrases en anglais. Je ne vais pas avoir peur justement de mettre des anglicismes. Ou je vais faire une vanne sur les personnes qui s'exilent en Angleterre. L'idée, c'est que quand votre persona que vous aurez défini va lire vos contenus, il se dit «Ah ben oui, c'est tout moi». Donc ça va être très très subtil et peut-être discret. Parfois, vous aurez l'impression de vous creuser la cervelle pour pas grand-chose. Mais croyez-moi, ça finit par payer. Donc, je vous l'ai dit, vous utilisez vos bases de données clients, mais vous avez aussi d'autres outils, donc qui vont être par exemple de l'espionnage sur les réseaux sociaux. Mes clients et prospects que je connais, est-ce qu'ils retweetent tel type de contenu? Est-ce qu'ils commentent sur tel blog? Est-ce qu'ils sont abonnés à telle entreprise sur LinkedIn? Donc ça va me donner des indications déjà sur les réseaux sociaux où il est intéressant que j'apparaisse. Et puis bien sûr, quel type de contenu les fait réagir, puisque vous l'avez vu juste avant, c'est le nerf de la guerre, tout ce qui est engagement. Vous pouvez aussi faire des interviews. Donc si vous êtes en bon terme avec vos clients, ce que j'espère, vous pouvez leur poser directement des questions. Pourquoi vous avez fait appel à nous? Qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter de plus? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans nos prestations? Récoltez toutes ces informations, elles sont précieuses pour produire vos futurs contenus ensuite et attirer de nouveaux prospects.
Donc les personas, ça sert à quoi? Ben, je vous l'ai dit, c'est la base de tout et c'est surtout ce qui va vous permettre de créer vos contenus, toute votre stratégie éditoriale et bien sûr de conduire toutes les opérations de marketing digital qui vont créer du trafic jusqu'à votre site et je vous souhaite de les transformer justement ces visiteurs en prospects. Donc, avant de bouger, avant de créer le moindre contenu ou de réfléchir à votre prochaine action sur le web, c'est à qui je m'adresse, lequel de mes personas. Vous pouvez commencer par en créer un, déjà c'est pas mal de boulot et ça vous donnera une bonne idée de comment il faut vous adresser à lui. Et puis surtout, quelle est sa phase de maturité dans le cycle client? On l'a vu tout à l'heure, une personne qui débarque sur votre site, elle peut s'intéresser à l'un ou l'autre des sujets. Vous, en gros, vous devez absolument anticiper tout ça. Pourquoi? Votre objectif dans la vie, ça va être de produire le bon message à la bonne personne, évidemment, au bon moment et bien sûr au bon endroit. On l'a vu, déjà on va identifier les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents en tout cas. La bonne personne, c'est le persona que vous aurez défini. Le bon message, c'est ce qui va répondre à sa problématique. Et au bon moment, pourquoi? Parce que lors de votre espionnage et dans les questions que vous aurez pu poser justement à vos clients et prospects, essayez de savoir à quel moment ils se connectent. Certains outils, plateformes vont vous donner ces informations. Je vous l'ai montré tout à l'heure, par exemple, avec l'automatisation du marketing. Moi, dans ma prospection, je reçois des alertes quand l'un de mes prospects se connecte sur mon site ou fait une action, clique sur un mail, par exemple. Donc, c'est très intéressant pour vous adapter et ne pas l'appeler au moment où il va partir déjeuner ou c'est l'heure d'aller récupérer les enfants. Un exemple aussi pour un de nos clients B2C, donc qui ciblait les jeunes mamans. Et on leur envoyait des newsletters traditionnellement entre midi et 14h, hein, comme pour la plupart des communications, pendant la pause déj. Et puis un jour, il y a eu un bug sur notre plateforme email et le message est parti à 21h ou 21h30. On a doublé les taux d'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on n'avait peut-être pas réfléchi au fait qu'une fois que bébé est couché, maman est beaucoup plus disponible pour lire tous les contenus qu'on peut lui envoyer. Donc voilà, ça c'est aussi une histoire de test, hein. C'est comme ça qu'on arrive à trouver le moment idéal pour correspondre avec vos personas. Pour info, un email, 80% des gens le lisent dans l'heure qui suit son envoi, donc ne comptez pas qu'on les rouvre le lendemain, ça c'est vraiment à la marge. Petit récap sur le persona aussi, qui peut être à différentes phases de sa réflexion. Donc je vous ai mis un exemple sur un persona qui serait un touriste par exemple. Il commence par être en prise de conscience. Il se demande vaguement qu'est-ce que je pourrais faire aux prochaines vacances. Tiens, je suis avec les enfants, je suis pas avec les enfants. Qu'est-ce qui va se poser comme question? Vous allez lui proposer en tout cas des différentes idées de lieux où séjourner, via vos articles de blog. Le top 10 des super destinations en famille en Bourgogne pour les vacances de Pâques, par exemple. Parce que qu'est-ce que je vais taper, moi, persona, avec mes deux enfants? Vacances, famille, Bourgogne, Pâques. Anticiper là-dessus, essayez de réfléchir aussi par rapport à vous, à votre calendrier des saisons, pour adapter vos contenus aux problématiques du moment de vos personas. Donc là, c'est de la vulgarisation, on va dire. Vous allez commencer par balayer tout un tas de possibilités qui s'offrent à votre persona. Donc là, ça y est, il est prêt à avancer dans son parcours d'achat. Vous pouvez le faire passer aussi par l'automatisation. Si vous captez des personnes en prise de conscience, à vous de lui prodiguer des contenus qui vont l'amener à la phase de considération, où là, on commence à peser les différentes possibilités qui s'offrent à nous. La considération, là, on va commencer à être un peu plus précis, un peu plus dans le vif du sujet, avec justement les possibilités. Vous pouvez partir la semaine, le week-end, ou on a pensé à vous pour les longs week-ends, rien de mieux, il y a beaucoup de ponts. Surfer sur ce qui pourrait être leur préoccupation du moment pour y répondre exactement. Vous allez présenter les différentes possibilités d'hébergement, ce genre de choses. Et quand votre persona sera arrivé jusqu'à la phase de décision, là, il faut tout donner. Le but est vraiment de le convertir en client à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va lui proposer? Des tarifs avec éventuellement une réduction ou des offres de parrainage. Je vous l'ai dit, idéalement, ça sera sur une landing page ou en tout cas, essayez de ne pas le distraire et juste lui dire inscris-toi, réserve ton séjour. Des éléments de réassurance aussi, de confiance qui marchent beaucoup en e-commerce. C'est typiquement acheter maintenant, vous allez le voir tout à l'heure, là je vais vous montrer avec quelques exemples, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc ça permet aussi de basculer sur la phase d'achat plus rapidement. Donc voilà, tout ça est évidemment très sommaire, hein, je vous présente juste en gros ce qui se passe en dedans. Ça, c'est super important parce qu'une fois que vous aurez défini votre persona, vous devez imaginer ces problématiques à chacune des étapes de son parcours d'achat, et ce, pour tous vos personas. Si vous en avez 10, vous devez commencer à travailler dès maintenant.
Donc, petite astuce supplémentaire, c'est que vous ne savez pas du tout à quelle phase de leur parcours d'achat sont vos visiteurs une fois qu'ils arrivent sur votre site. Vous devez être capable de leur proposer des contenus qui répondent à toutes les interrogations, quelle que soit leur étape dans le processus de décision. Des exemples de personas, Loris Non, je ne suis pas la meilleure peut-être pour trouver des noms, mais en tout cas, voilà, ça peut vous parler. C'est une jeune femme qui aime skier avec ses copains pour de longs week-ends, peut-être des articles de blog dédiés aux longs week-ends, et qui va plutôt préférer sortir. Donc ça peut être tous nos bons plans de soirée à l'Alpe d'Huez, ou que sais-je encore. En tout cas, vraiment, c'est comme tout ce qui est dans les AdWords ou le référencement Google, activité plus lieu, c'est ce qu'on cherche, c'est ce que le personnage cherche. On recherche largement week-end. C'est vraiment pas assez précis. Donc à vous d'imaginer toutes les formulations, par contre, que peuvent prendre cette recherche d'informations. Un autre personnage pourrait être aussi justement la fameuse mère de famille. Elle, ce qu'elle veut, c'est des hébergements sympas, confortables, avec des équipements prévus pour les enfants ou les bébés, des activités aussi pour tous les âges, pour elle aussi profiter de ses vacances, on la comprend. Donc elle, par contre, elle n'aura peut-être pas d'idée précise sur la destination, elle aura juste une idée de la région où elle veut aller. En tout cas, son critère, ça peut être, par exemple, un voyage court, proche de chez elle. Donc, voilà, réfléchissez à la manière dont elle peut le formuler pour lui proposer des contenus adaptés justement à ses recherches. Donc une fois qu'on a bien défini ces personas, et j'insiste, hein, c'est vraiment la base de tout, on va pouvoir réfléchir à la mise en place de campagnes justement. Donc ce que je vous disais au début, on est vraiment sur un état d'esprit. Donc même avant de mettre en place ces campagnes, on va proposer des contenus qui vont permettre justement de capter ces visiteurs. Donc là, typiquement, justement, c'était ça le sondage. Est-ce que vous avez des formulaires sur votre site? Et quel qu'il soit. Ça peut être un formulaire de contact, ça peut être un formulaire de téléchargement justement d'un livre blanc, ça peut être faites le test, un quiz, un simulateur, et laissez-nous votre email pour recevoir les résultats. Tout contenu à valeur ajoutée est digne d'être donné en échange de coordonnées. Donc, à vous aussi de juger à quel point il y a vraiment une forte valeur ajoutée. Donc là, typiquement, c'est un hôtel, château d'ailleurs, très sympathique en Normandie, qui propose des séminaires. Comme peut-être quelques lieux d'hébergement chez vous, vous pouvez avoir une activité un petit peu B2B qui va être justement la réception de séminaires d'entreprise ou la privatisation, ce genre de choses. Proposer un devis tout de suite. Là, ce n'était pas le meilleur que j'ai trouvé, hein, mais c'était pour vous donner un exemple qui vous parle. Le formulaire est un peu long. Pour un premier contact, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Cela dit, les personnes se sont peut-être dit, ceux qui ont mis en place ce formulaire, quand on demande un devis, on est déjà en phase de décision. Donc on peut se permettre de demander plus d'informations. Tout ça, ça se teste. On peut même faire des A/B testing avec deux formulaires différents pour voir si un formulaire plus simple vous ramène plus de monde, mais seront-ils bien qualifiés? Ce sont les analytics qui vous le diront. Donc, en purement B2C, il y a tout un tas de méthodologies qu'on peut mettre en place. Je n'étais pas fan des jeux concours, mais s'ils sont bien ciblés et si ce qu'on fait gagner directement lié à votre activité, ma foi, pourquoi pas. Donc là, c'est par exemple une plateforme avec qui on est partenaire qui permet de mettre en place un jeu concours avec une pop-up sur votre site où on peut se connecter via Facebook. Je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais souvent par flemme, j'avoue, même si du coup on est doublement surveillé par Google et par Facebook. Mais ça permet à l'internaute d'aller plus vite et se connecter plus facilement. Et derrière, en échange, si moi je suis client de cette plateforme, je vais avoir les informations Facebook de la personne qui s'est inscrite au jeu concours sur mon site. Donc là, je récupère beaucoup d'infos. C'est tout ce qui va vous permettre d'affiner justement l'étude de vos personas. Regardez si c'est pas beau. Bon, j'ai un compte, je suis déjà cliente, donc je suis connectée, mais on personnalise dès la page d'accueil. Lucie, à quand votre plus beau voyage? J'espère bientôt pour tout vous dire. La méthodologie, la méthode Booking que vous connaissez, c'est vraiment ça. C'est une personne qui arrivera en phase de décision. Elle se pose la question, ouais, j'aimerais bien aller à cet endroit, est-ce que je réserve un séjour? Dès la page d'accueil, ou en tout cas quand on va sur les pages réservation, vous voyez ici que tant de personnes sont en train de regarder la même offre. Oh là là, il n'y en a pas pour tout le monde, il faut que je me dépêche. Et puis en plus, les internautes ont bien noté cette offre, donc j'ai plus qu'à y aller, je ne cours pas beaucoup de risques. Donc vous voyez là, on était sur les critères, un peu de popularité, sur l'expertise, sur la confiance avec les notes. On en revient toujours à tous ces critères de visibilité. Donc les contenus, je vous l'ai dit, l'étude de vos personas vous permet de savoir où vous devez mettre vos contenus, vérifier ce qui commente, ce qui peut les intéresser, ce que vous devez leur donner.
Le message aussi, donc on essaie de trouver un ton. Nous, on est parti du principe que tout le monde aime bien se distraire, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai. Donc on peut délivrer du contenu très sérieux, mais en y mettant une petite touche d'humour. Ça fait sourire, et puis ça n'empêche pas d'être très bon dans ce qu'on fait d'ailleurs. Ça, c'est notre credo à nous. En revanche, limite de caractère, ça c'est pour tout le monde. Sur Twitter, ça a un peu augmenté, mais en 200-300 caractères sur un post réseaux sociaux, il va falloir être très convaincant pour justement inciter l'internaute à cliquer. Les visuels, on l'a déjà dit, c'est essentiel. Sans visuel, ben, ça ne parle pas. J'insiste aussi sur le fait que la vidéo est vraiment le média de l'avenir. Vous le voyez de plus en plus aujourd'hui. Dans quelques années, ça sera 90% du trafic web. Donc, à vous déjà de ne pas louper le coche. Et puis, je vous ai déjà dit que les stats étaient importantes. Typiquement, dès que vous faites une publication, une newsletter, vérifiez quelles sont les stats reliées à vos actions pour les corriger immédiatement dès la prochaine fois. Donc, par exemple, il est important de se fixer des objectifs, évidemment. Si votre objectif est une génération de trafic, bah, typiquement, vous renvoyez vers vos articles de blog, vers vos contenus statiques du site, vers justement vos campagnes inbound et vos landing pages. Là, par exemple, je renvoie sur un article de blog. Si j'ai bien fait mon boulot, à la fin de l'article, il y a le fameux call to action, le bouton qui dit bah, si vous voulez venir passer le printemps en Provence, découvrez nos offres, laissez-nous votre email, abonnez-vous à notre newsletter. Si mon objectif est purement d'être connu, je lance une marque ou je mets en avant, je change de nom, enfin, peu importe. Là, on pourra peut-être aller chercher certains réseaux, dont Twitter, que j'aime beaucoup personnellement. Si votre persona est présent, ça vaut le coup. Regardez ici sur un mois, on peut être à près de 10 000 vues de nos messages. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Je vous l'ai dit, les stats, c'est ce qui va vous permettre de mesurer directement les performances de vos actions. Une campagne inbound pour terminer. Donc là, on est plus en B2B2C. Hein. C'était une étude pour un de nos clients qui aide justement, qui permet une plateforme pour les personnes qui ont des salons de beauté, des spas, des instituts et ce genre de choses. Donc là, le blog de départ, 5 astuces pour que vos clients réservent plus souvent dans votre salon. Donc typiquement, la problématique du persona a été étudiée, c'était « je veux plus de réservations dans mon salon ». Donc moi, manager de salon, j'arrive sur cet article de blog, ça me plaît bien, c'est intéressant. Et là, dans un paragraphe, ça reste subtil et c'est inciter vos clients à revenir automatiquement avec regardez. Vous pouvez configurer des rappels automatiques de rendez-vous. Ça, vous en avez parfois, hein, si vous réservez, vous prenez des rendez-vous. Donc si je clique justement sur « ah ben oui, c'est quoi rappel automatique des rendez-vous, ça m'intéresse », magie du direct, je me retrouve évidemment sur la page de présentation du logiciel en question. Donc moi, rendez-vous 360, je pousse des articles de blog qui vont ressortir en référencement, qui vont attirer des prospects jusqu'à chez moi, le but étant de les pêcher, en tout cas les mettre dans mes filets, pour derrière les travailler, petit poisson deviendra grand. Donc sur une campagne B2C pure, enfin voilà ce que j'ai trouvé de plus approchant pour vous, ça serait les fameux top 10. Pourquoi toujours des chiffres? Ça marche encore pas mal, même si ça a l'air revu et revu. C'est la garantie en tout cas qu'on va trouver du contenu structuré et a priori rapide à lire. Donc là voilà, top 10 des stations de ski familiales, oui ça m'intéresse, je suis le deuxième personnage de ma petite famille. J'arrive sur l'article de blog, il est sympa, voilà quelques idées. Donc, est-ce que vous avez trouvé la station familiale qui vous correspond? Oui, pour réserver, cliquez ici. Meilleure pratique, et ça aurait été de pouvoir cliquer directement sur les deux Alpes, l'Essor, et d'arriver sur la page de résa de la station en question. Peu importe, j'arrive sur le site évidemment de réservation, où là, normalement, on a tout fait, mis en place, en tout cas, de sorte à ce que j'arrive directement sur ce sur quoi j'avais cliqué précédemment. Donc voilà pour les quelques exemples. J'espère avoir été claire. Je n'ai pas vu trop de questions, juste vu que très peu d'entre vous ne suivaient pas les stats et pour ça je vous félicite. Donc si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, je vous écoute et je serai ravie d'y répondre. Pour le son, c'est pas moi qui gère. Eh ben, merci Lucie pour cette présentation et c'est toutes les petites clés, les petits conseils, les petites astuces que tu nous as livrées pendant ces 45 minutes. Du coup, on va peut-être laisser un petit peu le temps si certains veulent réagir, poser des questions, nous dire où ils en sont. Voilà. Alors, Donc là, je vois la plateforme qu'on utilise.
Oui, Dis-moi, je peux vas-y répondre en Lucie. direct ou, On remonte les questions et puis du coup on te laisse y répondre. OK. Donc tout ce qui est plateforme, il y en a plusieurs. Nous, on est partenaire HubSpot là depuis plusieurs années, qui est un peu la Rolls, de tout ce qui est, inbound marketing et lead nurturing, en tout cas, nourrir les fameux petits poissons. C'est un coût, mais par contre, c'est vraiment la Rolls comme je vous le disais, puisque, les captures d'écran que je vous ai montrées sur les emails automatisés, ça venait de chez HubSpot. Derrière, on a des alertes quand les personnes, cliquent sur les mails ou en tout cas répondent ou commentent, donc pour ça, c'est top. Depuis peu, on est aussi partenaire d'une solution française, Cocorico, qui s'appelle Pleddy, qui est vachement bien aussi. Donc là, on est moins sur tout ce qui est landing page. Par contre, ça vous permet de faire un audit de vos contenus, de vos articles de blog par exemple, et de dire si telle personne a téléchargé tel livre blanc ou a consulté tel article, en faisant glisser juste, voilà les prochains articles qu'elle devait recevoir. Donc c'est assez intuitif, assez facile à mettre en place pour un coût moindre. On a d'autres solutions. Il y a Unbounce qui ne doit pas être bien cher, qui vous permet de faire les fameuses landing pages justement. Et si vous utilisez une plateforme de routage emailing, nous on travaille avec MailChimp, qui est en anglais, mais qui est gratuite jusqu'à 2000 contacts, je crois. Et là, il vous propose des landing pages carrément intégrées à vos couleurs, personnalisables, ce qui veut dire que vous avez votre landing page sur votre site qui renvoie directement les personnes inscrites dans vos bases d'emailing. Donc là, c'est très intéressant justement pour segmenter et pour envoyer le contenu qui va bien derrière. Donc les plateformes, je les répète, c'est HubSpot, une plateforme américaine, c'est Pledzi, Plezi, on a Unbounce, Unbounce, et MailChimp, le logiciel d'emailing, qui vous propose des landing pages intégrées. Voilà. Mais ça, pareil, je pourrais te les redonner, Stéphane. Je ne sais pas si tu fais le mail de récap Ouais. pour envoyer C'est les des informations. informations qu'on peut intégrer, effectivement, qu'on peut vous envoyer après le web séminaire. Alors du coup, pour savoir un petit peu où vous en êtes de votre côté et puis partager un peu les pratiques, on va vous proposer, avant de conclure ce web séminaire, quelques petits sondages pour avoir une vision un petit peu d'ensemble sur quelles sont vos pratiques et qu'est-ce que vous avez déjà mis en place aujourd'hui. Donc le premier, c'est sur le réseau social. Quel est aujourd'hui votre réseau social préféré? Voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre. Et puis ensuite, on vous donnera les résultats du sondage. Donc on voit que les gens votent encore. C'est assez simple, hein, il suffit Bon, tu vois, de... j'essaie de prêcher pour ma paroisse parce que moi j'adore Twitter, mais effectivement, c'est beaucoup moins grand Mais public que les est-ce que autres. tu as voté, On Lucie, du coup? préfère. Oui, Ah, tu je peux peux voter voter, ça aussi? fera Alors monter attends, Twitter. je vote. Ouais, mais Instagram, on peut mettre des photos de ce qu'on mange, des paysages, alors j'hésite. Mais je mettrai Twitter parce qu'il est à trop petit pourcentage. Euh, Sur les stats, vous avez compris, je suis fan des stats, donc ça c'est sûr. La petite blague sur les réseaux sociaux, c'est déjà c'était pour introduire l'info que vos personnages sont sur des réseaux, donc à vous de vous adapter. Mais surtout, surtout, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner à d'autres organismes, à des marques même, hein, sur les réseaux sociaux, pour voir un peu leurs tactiques et le type de contenu qu'ils peuvent mettre en avant. Nous, on travaille en agence, donc on a des clients de secteurs d'activité très différents, mais l'intérêt, c'est d'échanger aussi sur les bonnes pratiques et de dire, mon client qui vend des voitures, voilà ce qu'ils ont mis en place comme jeu concours. Ah ben oui, je vois comment je pourrais l'adapter pour mon client puériculture ou mon client cabinet de recrutement. Donc, vous devez être un peu en veille permanente. Donc, je sais bien que certains n'aiment pas trop traîner sur les réseaux, mais au moins de temps en temps pour voir ce qui se fait. Après, on peut aller plus loin, il y a des formations pour ça, hein, mais on peut mettre par exemple en place des listes sur Twitter ou des alertes sur tel ou tel contenu pour essayer de trier un peu le flot d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc, je vois que Instagram voilà, se confirme dans son statut de nouveau Facebook. Ça aussi, vous devez bien le prendre en compte. Et puis vous, normalement, dans votre secteur d'activité, vous traînez un peu sur Instagram. Instagram a été racheté par Facebook il y a quelques années pour une somme record. Nous, on peut voir aussi dans tout ce qui est, par exemple, les publicités, qu'il y a des opérations vraiment, vraiment facilitées. Donc là, pour moi, hein, Facebook, dans quelques années, va être plus déserté. Il y a plein de gens qui sont déjà désinscrits. En revanche, Instagram, commencez à créer votre présence. C'est là qu'on va pouvoir faire des choses formidables avec des clics directement depuis les photos, etc. Donc, je vous félicite pour les stats, vous les suivez bien.
Merci, Lucie pour ces quelques précisions. Merci à vous pour, vous nous avoir répondu à ces sondages. Effectivement, on a vu dans la conversation, les réseaux n'ont pas les mêmes, usages donc naturellement, en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que vous avez envie, il est logique, que votre réseau social soit pas, enfin, qu'on n'ait pas tous le même réseau social, préféré et en revanche, assez agréablement surpris par le nombre de personnes. On a presque 90 personnes, 10% des personnes qui suivent le web séminaire qui suivent les stats. Voilà, c'est plutôt logique, mais c'est une bonne chose. En tout cas, merci Lucie. Le message est clair, hein. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est proposer le bon contenu au bon moment, au bon endroit, et du coup, vraiment se concentrer là-dessus. Alors peut-être Oui. encore une question. Oui, c'est exactement ça en fait. Facebook, quand les parents ont commencé à arriver, les enfants sont partis. C'est à peu près ça. Alors oui, parce que Facebook est normalement interdit aux moins de 13 ans, mais bon, vous voyez bien qu'à partir de 10-11 ans, certains jeunes commencent à s'inscrire. Facebook, c'est quand même 33 millions de Français, hein, donc on ne crache pas tout de suite dessus, même en B2B. Ben, les patrons et les directeurs marketing, comme les autres, vont aussi regarder des vidéos sur Facebook ou se détendre un peu. De plus en plus d'entreprises B2B vont sur Instagram aussi. Nous, on constate un très fort engagement sur Instagram, même pour nos publications. Parce que je vous l'ai dit, on peut trouver pas mal de photos très très sympas, agréables, divertissantes, mais on n'est pas contre quelques informations aussi en B2B. Bien sûr, LinkedIn est idéal pour ça, mais franchement, il n'y a pas de règle. Et puis, tout dépend de vos personas en fait. Et nous, on se rend compte que sur un de nos personas, c'est le SMS qu'ils adorent pour communiquer. Donc, à partir des réseaux, on peut commencer la conversation et la continuer par SMS, par exemple. Donc oui, question de tranche d'âge, mais regardez, il y a encore quelques années, Instagram, c'était vraiment pour les 18-25. Aujourd'hui, voilà, oui, c'était le deuxième réseau social préféré. Et on y est à peu près tous. Exactement. Et en tout cas, aux États-Unis, il y a vraiment une énorme désertion des jeunes sur Facebook. Donc, c'est louche de ne pas avoir de page Facebook. Vous pouvez quand même la créer. Mais l'idée, c'est peut-être de proposer une éditoriale autre. Nous, par exemple, on est très marque employeur sur Facebook. Uniquement des photos de l'équipe et on a laissé tomber tout ce qui était sérieux ou landing page, on les met voilà, pour être présent en plus d'endroits. Mais à vous d'adapter en fait quel type de contenu pour quelle raison. Merci Lucie. Alors du coup, avant de conclure du coup ce web séminaire, vous mettre un petit peu en avant les actions de formation qui sont proposées par Trajectoire Tourisme et par la Mona, et du coup en lien direct avec le contenu du web séminaire aujourd'hui. La première, c'est la suite vraiment logique de ce web séminaire. C'est une formation qui sera animée par Lucie en novembre à Lyon. Et l'idée, c'est vraiment, au-delà de ce qu'on a pu échanger ou de ce qu'on a pu vous délivrer aujourd'hui, c'est vraiment passer à l'action et prendre 3 jours pour expérimenter, mettre en œuvre et faire avancer votre stratégie marketing avec les principes de l'Inbound. On a ensuite, en novembre, un peu Et au toujours... sortir des 3 jours, Pardon? Au sortir des 3 jours, l'idée est d'avoir mis en place une vraie campagne. Je le précise, c'est très pratique et ça correspond à ce qu'on s'est dit aujourd'hui justement. Ouais, super. Du coup, la deuxième, c'est vraiment repenser son positionnement motivationnel et sa stratégie marketing avec les neurosciences. Et là, on est toujours dans cette même logique de aujourd'hui devoir repenser notre logique pour attirer, pour satisfaire, pour fidéliser. Et du coup, les enseignements des neurosciences et de l'approche neurocognitiviste et comportementale est intéressante aujourd'hui pour réétudier nos cibles de manière un peu différente en s'appuyant sur leur motivation primaire. Donc ça, c'est aussi une formation de 3 jours pour réinterroger et retravailler la stratégie marketing. Et puis une dernière action qui est bien plus précise, qui est sur l'écriture. Aujourd'hui, comment je peux écrire, qu'est-ce que je peux écrire pour séduire, et notamment pour séduire le persona que j'aurais ou les personas que j'aurais identifiés auparavant. On ne parle pas à tout le monde de la même manière. Il ne suffit pas de dire des choses des fois voilà, très basiques, mais qui n'intéressent pas et qui ne séduisent pas. Et du coup, ça c'est pareil, ça s'apprend. On écrit en utilisant les différents sens, en faisant référence à un certain nombre de choses qui vont parler à nos cibles. Et donc ça, c'était la troisième formation qu'on avait un petit peu envie de mettre en avant aujourd'hui. Côté Mona, 2 formations aussi à venir qui abordent les problématiques des stratégies marketing. Une première action à Bordeaux en septembre
sur établir sa stratégie web marketing à partir d'indicateurs fiables. On l'a vu, hein, il faut faire des choses, mais il faut aussi regarder ce qui se passe et analyser, évoluer, adapter. Et puis, une deuxième formation à Angoulême sur le thème de la stratégie social média. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec vos différents interlocuteurs, soit côté donc Nouvelle-Aquitaine avec nos collègues de la MONA, soit côté Trajectoire Tourisme avec l'équipe de Lyon ou de Clermont. Et juste avant de conclure, donc les web séminaires, le programme de web séminaire a été organisé donc sur l'année 2019 avec la MONA. On vous propose donc un web séminaire par mois. Donc là, du coup, vous avez les prochains qui sont présentés. Et donc, comme je vous le disais en introduction, certains sont animés à Lyon ou à Clermont, d'autres sont animés côté Nouvelle-Aquitaine. Mais l'idée, c'est aussi d'échanger entre professionnels de territoires différents. Et c'est tout l'intérêt de cette technologie de professionnalisation à distance. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de se mélanger encore plus qu'avec le présentiel. Donc, du coup, voilà, c'est sur les prochains rendez-vous qui vous sont proposés. Et puis, ben, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'échanger, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à contacter les équipes pour échanger sur vos problématiques, sur vos besoins et puis du coup les réponses qu'on pourrait vous apporter ou en tout cas vous aider à identifier. Voilà de mon côté. Merci Lucie encore pour cet éclairage. Merci à toutes. On voit dans le chat que voilà, que le web séminaire a été apprécié et qu'en tout cas ça parle aux professionnels du tourisme que nous sommes. Eh bien, on vous dit au revoir, bonne journée et puis à très bientôt en ligne, à distance ou en vrai. Merci à tous, au revoir. Bonne journée.